Christine. Alors, je suis très heureuse de voir tout ce que l'on a appris ce soir sur le corail, la beauté du corail, la richesse et tout le travail minutieux de ces chercheurs au centre scientifique, voilà, qui vous permettent de découvrir à la fois leurs travaux, mais aussi pourquoi ils font tout cela. À présent, je vais vous laisser la parole pour ceux et celles qui auraient des questions ce soir. J'ai une question. Bonsoir. Vous avez tous les livres par contre. Non, pardon. Tout d'abord, j'aimerais savoir jusqu'à quelle profondeur vous avez trouvé des nanoparticules de plastique. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pour le moment, on est incapable vraiment de mesurer, la concentration, la quantité de nanoplastiques. On ne peut pas les voir. On n'a pas de chiffres suffisamment précis, on va dire, pour récupérer les nanoplastiques, les nanos. Pour les microplastiques aussi. Alors, les microplastiques, on en a trouvé sur les récifs coralliens profonds qui sont à 500-600 mètres de profondeur. Donc après, peut-être qu'ils sont plus profonds. Nous, comme on est sur les coraux, effectivement, on regarde les microplastiques dans les récifs coralliens, et tous les récifs coralliens profonds ont des macros et des microplastiques. Vous savez qu'à Lanzarote, il prend l'eau de mer, la dessaline, malheureusement, il y a eu beaucoup de cas de cancer à l'estomac à cause des nanoplastiques et des microplastiques. Donc je voulais savoir si par hasard il y a une espérance qui descend par la mer. Non. Voilà, après, il y a des endroits plus contaminés parce que les plastiques sont emmenés par les courants. C'est ce qui se passe aussi à Palau, c'est que même si Palau a banni, on va dire, les plastiques, ils arrivent par, vous avez vu sur les plages, ils arrivent par les courants marins, et donc les microplastiques de partout. Merci. D'autres questions? Merci Mélanie, merci toutes les deux. C'est vraiment très intéressant et j'ai eu la chance aujourd'hui de savoir beaucoup plus de ce que vous faites. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est Laura, pour tout le monde. Je voulais poser 2 questions. J'aurais voulu poser 3 questions, mais je laisse tourner, puis peut-être la troisième. Et très intéressant au niveau, enfin les 2 que j'ai choisis, c'est la forme par rapport justement à la profondeur, qui est évidemment fonctionnelle pour les algues. Et j'ai vu que vous étudiez les symbioses dans l'article terminal que vous avez montré. Fait penser à un dialogue évidemment entre l'algue qui, elle a besoin de bénéficier de cette forme et le polype qui doit produire la bonne forme. Vous avez étudié un peu ce type d'interaction pour... Ça c'est une question, Sylvie. Moi, pas vraiment. Enfin, si je comprends bien la question, c'est est-ce que l'algue demande au corail de changer de forme, en fait, pour attraper la lumière? Exactement. Mais je n'ai pas la réponse à la question. Je pose la question parce que en fait, on peut peut-être en parler après aussi. Il y a beaucoup, disons, d'études sur l'épigénétique et les disons, dialogues chimiques entre ces organismes symbiontes. Et je pense que votre situation doit être exemplaire à ce niveau-là. Voilà. Moi, je n'ai pas de réponse à la question. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait regardé ça. Je n'ai pas non plus la réponse. La seule chose qu'on sait, par exemple, concernant la forme, c'est qu'il y a une composante génétique, donc chez l'animal, qui va donner ces formes différentes d'une espèce à l'autre. Donc ça, c'est vraiment sous contrôle de l'animal. Après, il y a aussi donc, ce contrôle de l'environnement sur les formes. C'est vrai que si on varie la lumière, ou si on varie la pression, enfin le courant dans un bac, on peut aussi influencer. On a tendance à dire qu'il y a les 2 types de facteurs qui influencent. Après, c'est vrai que par rapport à ce qu'on voit, il y a certainement un dialogue qui fait qu'il se passe quelque chose entre nous. C'était vraiment. Et la deuxième, rapide, j'ai vu évidemment la température et c'était très intéressant que vous avez trouvé même les corails qui résistent un peu. C'est un très bon espoir.
un peu mieux que les autres aux augmentations de température. Donc je me demande d'un coup, probablement, les références pour la linéarité entre la température que vous mesurez et la croissance de coraux doivent être différentes là où il y en a qui résistent différemment aux variations de température. Je ne sais pas si j'ai posé bien la question. Oui, je crois comprendre. C'est-à-dire que sur la courbe, on montre que La linéarité, disons, vous avez peut-être vérifié des anomalies quelque part, c'est la réponse différente aux températures des différentes. Peut-être. J'avoue que c'est toujours plus ou moins les mêmes espèces de coraux qu'on étudie pour faire des reconstructions paléoclimatiques. Ça, c'est Stéphanie qui peut en dire plus, qui est dans cette salle. C'est toujours des politesses parce que c'est les coraux qui poussent le plus et pendant le plus longtemps. On n'utilise pas tous les types de coraux. Est-ce qu'il y a des reconstructions qui ont été faites en mer Rouge? Plus certainement. Mais d'un corail à l'autre, effectivement, ces calibrations, elles changent parce que ça dépend effectivement de la classification, du taux de croissance, de plein de paramètres biologiques, on va dire. Donc là j'ai mis l'exemple parfait, on va dire, où vraiment on trouve la même température dans le squelette du corail que celle qui est mesurée dans l'eau. C'est pas toujours le cas, effectivement. Merci. On va avoir C'est très intéressant. Ce sont des questions d'une personne ignorante, donc c'est vraiment de la curiosité. La troisième, c'était beaucoup plus banal, j'imagine. Quand vous dites que justement le corail, il meurt et donc la place arrive à se libérer pour les algues qui envahissent, donc j'imagine, les structures, pareil, je me demandais si c'est juste une question de place disponible ou s'il y a peut-être une chimie et quand le corail est vivant qui empêche l'algue de quelque part... Oui, et ce qui va jouer aussi un rôle très important, c'est la quantité d'herbivores qu'il va y avoir aussi sur le massif. S'il y a beaucoup d'herbivores, si on a plus de diversité, ça va quand même empêcher aussi la prolifération de ces algues. Mais après, en temps normal, ils ne sont pas colonisés par les algues, parce qu'il y a des petits poissons qui mangent donc les algues. Et quand ils sont en bonne santé, oui, effectivement, ils ne sont pas colonisés. En fait, là, l'algue, elle va trouver un substrat inerte, en fait, sur lequel elle va pouvoir s'accrocher. Mais ça va pas être proliféré, mais ça va pas être le cas dans un massif simple. Oui, après c'est toute une combinaison. C'est que quand les coraux meurent, c'est qu'il y a un problème. Et souvent, c'est les algues qui prennent le dessus parce qu'elles sont plus résistantes à la température, à la pollution que le corail. Et du coup, elles prennent le dessus. Et comme je dis, il y a une histoire de place disponible aussi qui leur permet de pousser. Merci beaucoup, c'est très très intéressant. Merci. Bonsoir. Trouve-t-on des coraux en Arctique ou en Antarctique? Pardon. Arctique ou Antarctique? Oui, il y en a plein. C'est comme les coraux profonds, c'est-à-dire que les coraux tropicaux vivent entre 25 et 30 degrés, on va dire, 29 degrés, 30 degrés pour les coraux de mer Rouge. Et les coraux profonds, par contre, eux ne supportent pas les fortes températures. Par exemple, ils vivent entre 8 et 12, 13 degrés. Et les coraux en Arctique, c'est pareil, quoi. Ils sont acclimatés. Ils n'ont pas d'algues. Ils n'ont pas d'algues, il faut le dire. Oui, pardon. Je me demandais ce que Didier nous disait, c'est que ces coraux en Arctique, comme les coraux profonds, ne vivent pas en symbiose avec des algues. Ce sont juste des animaux qui vivent, qui sont adaptés à des températures très froides. Et sans lumière. Et sans lumière. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'algues, donc ils n'ont pas vraiment besoin de lumière pour pousser. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils poussent normalement beaucoup plus faiblement que les coraux qui ont des algues, parce que ces algues leur apportent énormément de nourriture et les aident, on va dire, à la calcification et à la poussée. Bonsoir. Quand vous effectuez un prélèvement type carottage, là où vous avez enlevé la matière, vous mettez une résine, quelque chose pour sauvegarder le corail un peu, ou vous le laissez avec le trou Ah non, on bouge le trou. Oui, d'accord. Ah oui, on bouge. Comme ça remonise dessus. Oui, on bouge le trou pour éviter que le poids puisse parasiter le squelette du corail. Oui, on met un bouchon. Avec quoi? Avec quoi? Ça peut être de la résine.
Ouais, en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait une carotte qu'on n'utilise pas, qu'on n'analyse pas, on l'a coupée en morceaux et on a rebouché avec du carotte de corail, donc du corail. Voilà. Il n'y a pas de souci, on a pris un truc plus grand, on l'a mis au marteau pour comme ça, on a évité la colle, on a évité les bouchons, on a tout évité. Et aussi, pour dire, j'allais en Nouvelle-Calédonie faire une mission, on avait fait un fourrage et on était retourné 3 semaines après, il y avait déjà le tissu qui avait bien commencé à pousser par-dessus le trou, donc au bout de quelques semaines, on ne voit même plus qu'il y a eu un trou. J'ai parlé assez fort. Alors, bonjour à tous. Bon, moi j'ai droit à un euro. Je voulais savoir si la personne qui a réussi à attraper avec le robot avait elle aussi été récompensée. Oui, la récompense, c'est d'avoir attrapé le corail et de pouvoir l'étudier. Ma question n'est pas tout à fait celle-là. En fait, je voulais savoir s'il y avait des précautions à prendre quand vous récupérez des prélèvements en profondeur et que vous le ramenez à la surface. Parce que normalement, le corail, je ne pense pas qu'il soit affecté par ce genre de déplacement. Alors, il n'est pas affecté par la pression. On peut ramener même des coraux de 500 mètres de profondeur en surface. Et après, on ne va pas perdre le corail. Peut-être qu'il est affecté momentanément par la pression, il va peut-être moins grandir pendant quelques semaines, mais globalement, il n'est pas, on va dire, détruit par la différence de profondeur. Par contre, oui, la précaution, c'est déjà pour les coraux tropicaux qui sont en symbiose avec les algues, de ne pas les mettre en plein soleil. Parce qu'ils arrivent de profondeur sous faible lumière, et donc on les garde dans des milieux un peu opaques. C'est pour ça qu'on préparait les aquariums, ou qu'on travaillait à très faible lumière, la lumière bleue qui est la lumière des profondeurs. Et même au niveau de température de l'eau, du coup, il faut adapter. Alors la température, en mer Rouge, il n'y a pas de différence de température. Entre 0 et 100 mètres de profondeur, 120 mètres de profondeur, où on récupère les coraux. Il y a peut-être 1 degré, mais ça n'a aucune importance. Voilà. Après, en Méditerranée, oui. En Méditerranée, il y a des différences de profondeur. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une double question. Est-ce que l'on retrouve des coraux de mer Rouge dans d'autres océans, par exemple dans l'océan Indien? Et si oui, est-ce que ces coraux de mer Rouge qui sont apparemment plus résistants à la température de l'eau, qu'il est possible éventuellement de les transplanter sur d'autres mers dans l'avenir? Alors, le truc, c'est que oui, par exemple, Stylophora pistillata, l'espèce que Sylvie vous a montrée dans toutes ses expériences, se retrouve aussi bien dans le Pacifique qu'en mer Rouge. Par contre, dans le Pacifique, il n'est pas résistant à la température. Et donc, c'est pour ça que pour une même espèce, elle est résistante en mer Rouge, elle n'est pas résistante dans le Pacifique. Et on se demandait pourquoi, parce qu'a priori, c'est la même espèce. Et si c'est la résistance est liée à l'espèce, on va dire, elle devrait être résistante de partout. Et donc c'est pour ça qu'on s'est posé des questions de savoir qu'est-ce qui les rendait plus résistants dans la mer Rouge. Ce serait peut-être génétique, ça? C'est un peu... dans le Pacifique, non, ils ne sont pas résistants, donc c'est pas génétique. Épigénétique. Mais oui, c'est peut-être épigénétique, c'est-à-dire une adaptation effectivement à la mer Rouge, c'est ce que je disais. Donc une adaptation génétique, on va dire plus à la mer Rouge, parce qu'ils sont remontés du golfe d'Aden, etc., qui était très chaud pour arriver en mer Rouge, qui est un peu moins chaude, ou ça peut être d'autres facteurs comme le désert. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, merci. Est-ce qu'il y a une diversité dans les zoodentelles? Est-ce qu'il y a diverses espèces de zoodentelles? Et est-ce qu'elles sont chacune inféodées à telle et telle espèce de corail? Est-ce qu'éventuellement, il y a eu des tentatives de greffer certaines zoodentelles sur une autre espèce de corail? Oui, il y a plusieurs, il y a différents types de zoodentelles. Il y en a qui sont connues pour être plus résistantes que d'autres, et il y a des expériences qui sont faites justement, notamment pour essayer d'inoculer des plus résistantes sur le corail, voir ce que ça peut donner. Il y a tout un pan de recherche là-dessus. Nous, on ne fait pas cette recherche-là, mais c'est vraiment quelque chose qui est très développé, notamment par les Australiens. Ils essayent aussi de modifier les bactéries qui sont en symbiose avec les coraux pour mettre des bactéries
bactéries probiotiques, comme pour les humains, c'est-à-dire on est malade, on nous donne des probiotiques qui sont globalement des bactéries bénéfiques, on va dire, pour notre santé. Ils essayent de faire la même chose sur les coraux. On s'en est juste au début. Hein. Parce qu'on n'a pas développé cet aspect-là, mais en fait, on a parlé des zooxanthelles, on a parlé du corail, mais en fait, il abrite aussi beaucoup de bactéries. Et il a vraiment un microbiome très développé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'holobiont pour parler de tout l'ensemble, mais il y a tout cet aspect aussi dans la recherche de la résistance qui est hyper importante. Est-ce qu'on a retrouvé des nanoparticules de plastique dans la structure squelettique? Alors, nous, on a regardé ce qui est vraiment nanoplastique, parce qu'il faut savoir que les cellules qu'on vous a montrées, elles font une barrière en réalité. Et elles sont liées entre elles par ce qu'on appelle des jonctions, hein, comme on a nous, des jonctions entre nos cellules. Et ça, c'est vraiment la barrière. Si c'est un gros morceau de plastique qui va abîmer le corail, ça peut passer, ça peut lui faire une lésion. Mais si on regarde vraiment des nanoparticules, en fait, on a pu faire des manips au laboratoire avec des molécules fluorescentes, hein, c'est-à-dire que nous, on a vraiment introduit des petits billes fluorescentes et on a regardé leur trajet. Et il y a une taille à partir de laquelle ça ne peut plus passer la couche de cellules calcifiantes. C'est 20 nanomètres, c'est à peu près la taille. Donc si c'est au-delà de 20 nanomètres, ça va être bloqué. Et si c'est plus petit que 20 nanomètres, on peut en retrouver dans le squelette. Donc, on en retrouve aussi d'ailleurs dans les cellules. On voit vraiment le processus qu'on avait en évidence justement par ce type d'approche. Et on voit qu'en fait, les particules sont vraiment ingérées. C'est la membrane en fait qui va prendre ces particules, ça va rentrer dans la cellule et ça va s'accumuler en fait dans le corail, dans ces cellules. Bonsoir. Je voudrais savoir si en étudiant les nanoparticules, vous avez étudié les nanoparticules de plastique, mais si également vous avez étudié les nanoparticules de filtres solaires comme le titane. Alors oui, on a fait ça, effectivement. On n'a pas au niveau des nanoparticules, on a étudié les filtres solaires, enfin quelques filtres solaires, ce qu'on appelle les filtres organiques et les filtres minéraux. Donc les filtres organiques, c'est toutes les grosses molécules qui composent une crème solaire, une molécule chimique, on va dire. Alors celles-là, elles ont des effets variables en fonction de la molécule sur les coraux, ça dépend des molécules. Par contre, ce qu'on appelle les molécules minérales, comme le dioxyde de zinc ou le dioxyde de titane, vous savez, c'est ces crèmes solaires, quand vous les passez sur la peau, vous avez la peau blanche. Parce que c'est des effectivement, c'est des nanoparticules qui reflètent le soleil. Celles-là détruisent le corail très rapidement. Donc les crèmes solaires, où on dit utiliser les crèmes solaires, il y a beaucoup de crèmes solaires où il y a marqué Reef Safe, donc bon pour les coraux, on va dire, pour les récifs coralliens, à base de dioxyde de zinc, c'est une catastrophe. Est-ce que vous avez fait la différenciation entre les particules non nano? Pardon, entre les particules non nano de ces zinc et de ces titanes? En fait, le zinc, il dégomme les coraux. Donc, soit vous le mettez non attaché à une nanoparticule, on va dire, il va dégommer le corail plus vite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une nanoparticule, un jour ou l'autre, dans l'eau de mer, elle va se dissocier et relarguer le zinc, le titane ou ce qu'elle contient. Donc, de toute façon... Petite question, dans le désert, dans le sable du désert, il y a du zinc par contre. Dans le désert? Dans le sable du désert, il y a du zinc. Et là, oui, c'est bon. Oui, parce que toute une question de dosage. C'est comme vous, si vous prenez de l'aspirine à très faible quantité, ça va vous enlever le mal à la tête. Maintenant, si vous prenez des doses incroyables d'aspirine, vous finissez à l'hôpital. C'est à peu près pareil. Donc, le sable du désert, en fait, il relargue de très 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 faible quantité de minéraux, un peu comme les vitamines que vous prenez, vous savez, 10 minéraux et machin truc. Voilà, mais dans les crèmes solaires, le zinc est fortement plus
concentré. Ah ouais? Pour rendre la peau blanche, il faut quand même avoir une sacrée concentration. Oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup à tous. Encore une question Merci pour votre conférence très intéressante. Ma question va être très concrète, pas du tout scientifique. C'est est-ce que vos travaux servent les collectivités territoriales de bord de mer, justement, de zones coralliennes, dans les Mascareignes, les Antilles, Polynésie, tout ça, pour améliorer leurs zones coralliennes, faire des réserves marines? Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors là, on a été mandaté par exemple par le gouvernement français et le Muséum d'histoire naturelle pour faire un rapport sur l'effet des pollutions en fait, sur qu'est-ce qui était connu, qu'est-ce qui n'était pas connu en termes d'effet des pollutions sur les récifs et sur les coraux. Et donc ce rapport va directement effectivement au gouvernement et aux collectivités locales. On peut dire voilà, si les concentrations en nitrate, en phosphate sont trop élevées dues à l'agriculture par exemple, il y a un effet détrimental sur les coraux. Donc, bon. Après nous on fait les recommandations, elles sont suivies, elles ne sont pas suivies, ça c'est... Mais oui, oui, effectivement ça sert. Mais les crèmes solaires des surfeurs sur la barrière corallienne. Mais je pense de la barrière corallienne. Je pense que les crèmes solaires sont un faux problème. Vraiment. Parce que les crèmes solaires, ça concerne 100 personnes qui vont aller se baigner sur les 10 premiers mètres globalement du récif. Donc, bon, effectivement, ça peut localement, je veux dire, si vous avez un hôtel, des récifs coralliens autour de l'hôtel, enfin des coraux autour de l'hôtel, et que toutes les personnes de l'hôtel vont se baigner au-dessus de ces coraux, ça peut avoir un impact. Maintenant, au niveau de la mer Rouge, je pense que l'impact il est plus dû à l'acidification, au réchauffement climatique, au plastique, à la pollution de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de pollution due à l'agriculture, aux nitrates, aux phosphates, aux herbicides, aux pesticides qui sont relargués près des côtes et des récifs par l'agriculture, qui ont un effet beaucoup plus néfaste sur les coraux. Ce n'est pas les 10 personnes qui vont aller nager sur le récif corallien en se mettant une crème solaire qui vont vraiment avoir un grand effet. Mais après, tout se rajoute, effectivement. Parce que quand on voit les pollutions, on se prend l'exemple de Maurice, la Réunion, tout ça, l'évolution en 30-40 ans sur les barrières de récifs, le lagon, la transformation est évidente. Ça, c'est la pollution. Le surtourisme, enfin oui, il y a de nombreux... C'est la pollution, oui, en fait, la construction des côtes, des choses comme ça, mais dans ces pays-là, c'est beaucoup la pollution. Et quand ils préconisent justement des réserves marines protégées, intégrées, est-ce que ça peut donner un résultat? Ça dépend. Ça dépend de la gestion, et ça dépend comment c'est géré et où la réserve est faite. Si la réserve est faite à côté d'une station d'épuration, ça ne sert à rien. Mais si la réserve est faite plus loin et qu'on maintient toutes les interactions, les poissons, toutes les interactions, la chaîne trophique, etc., oui, ça peut améliorer l'état du récif. Alors ce soir, je voudrais tout particulièrement remercier Madame Sylvie Tambuté et Madame Christine Ferlier-Pagès qui vous ont donné cette conférence gratuite. Le travail des scientifiques est un travail de longue haleine, donc il n'est pas évident en plus d'organiser une conférence. Donc merci à vous deux. Alors la science, c'est la base de la connaissance. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions ce soir, donc ça prouve qu'il y a beaucoup de richesses au centre scientifique, beaucoup de savoir. Ce soir, nous avons parlé du corail. Il y a bien d'autres départements, comme je vous ai dit. Le département biologie marine, bien sûr, qui est le département historique. Donc c'était important de vous parler de ce département ce soir.
C'est la plus ancienne culture de corail au monde qui est ici à Monaco. Donc c'est important, je pense, de le souligner. Le département de biologie polaire étudie les populations de manchots, puisque comme les écosystèmes coralliens, les populations de manchots sont très sensibles au changement climatique. Donc le centre scientifique étudie ces deux populations. Et le département de biologie médicale, qui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, fait de la recherche contre le cancer, et étudie des maladies rares, et notamment le cancer pédiatrique du cerveau. Donc, voilà, tout l'intérêt, le centre scientifique est au cœur d'enjeux qui sont vraiment très très importants. D'où l'importance pour nous, en tant qu'association, dont je suis chargée de représenter ce soir, de vous parler du centre, de communiquer un maximum, communiquer à Monaco, communiquer autour de nous, puisque les scientifiques travaillent en laboratoire et sur le terrain et n'ont pas l'occasion de communiquer souvent au grand public. Donc merci à vous tous. Et si cette conférence vous a plu, que vous désirez en savoir plus sur le centre scientifique et son activité, et prendre part, pourquoi pas, à la vie de l'association, si vous désirez également participer à nos prochaines conférences, vous êtes les bienvenus et vous pouvez, pourquoi pas, adhérer à l'association des Amis du Centre Scientifique de Monaco. Vous avez quelques petites brochures que vous distribuer ce soir. Merci beaucoup.